You will be tempted by the dark side. Ok, je reprends la chronologie. Donc 99, la menace fantôme, une attente démesurée, parce qu'en plus Internet démarrait, on a commencé à avoir des photos. Enfin, moi j'ai des souvenirs très. Il sortait à différentes dates en plus dans le monde. Donc moi je me souviens que j'étais allé spécialement à Londres juste pour voir le film. J'avais juste fait l'aller-retour pour voir un film. Quel souvenir, toi, tu gardes un peu de ça avant même de parler du film en lui-même, évidemment. Alors, un souvenir de l'époque. Alors, j'ai une petite fierté que je vais me permettre quand même de caser. Je t'en prie. Ma petite fierté, c'est à l'époque d'avoir dit et même écrit que le vrai Star Wars n'était pas celui qui allait sortir sous le titre La menace fantôme. Je disais à mes amis, à mes collègues et à mes lecteurs que le vrai Star Wars était en train de se préparer en Nouvelle-Zélande. Parce que c'était un projet dont, à l'époque, en tout cas, on était en 98, la presse ne s'en faisait absolument pas l'écho. Et j'étais persuadé que l'équipe de Peter Jackson réunissait les conditions qui étaient les plus proches de celles qui avaient été sur le premier Star Wars. C'est-à-dire des gens qui ont absolument tout approuvé, que le monde n'attend pas, qui sont en train de faire le film dans leur coin, et qui vont nous débouler vraiment sur le coin de la figure, on ne saura pas d'où ça vient. Quand je voyais vraiment les Richard Taylor et compagnie, enfin, ils me rappelaient les John Dykstra de l'époque. Ces gars-là, ils avaient le feu sacré, ils avaient l'énergie. Donc, quelque part, je m'étais convaincu que le vrai Star Wars s'appellerait Le Seigneur des Anneaux. Donc, je suis assez content, surtout d'avoir pu à l'époque l'écrire quelque part. Il y a une trace. Vous voyez, c'est conservé. Mais sinon, je pensais que les films allaient être mauvais. Néanmoins, il y avait une petite partie de moi qui voulait désespérément y croire. Et je me souviens notamment du tout premier plan de la première bande-annonce, où on voyait des silhouettes sortir du brouillard. Et très lentement, on découvrait des créatures avec ces personnages, on ne savait pas encore ce que c'était, donc qui étaient les Gungans. Mais le plan en lui-même, c'est un hommage à Kurosawa. À certains des Shambara de Kurosawa. Il en avait vraiment la composition, et bref. Et cet aspect calme, posé, un peu inquiétant de ces silhouettes qui sortent comme ça du brouillard. Je crois qu'il y avait un tambour derrière qui faisait comme ça. Je me disais, tout d'un coup j'ai eu un doute. Je me suis dit, mince, mais si ça se trouve, il va nous faire quelque chose. Et boum, après il y a la vraie bande-annonce qui démarre, et là on a plein de plans très brefs, et donc des tas de plans sur le jeune Anakin Skywalker en train de faire Yahoo dans son vaisseau, tout ça. Là je me suis dit, ok, ça va être de la merde. donc avant que le film sorte, c'est vrai que j'étais déjà tombé du côté obscur à ce niveau-là. Mais l'espace d'une seconde, je me souviens très bien, lors de la première bande-annonce, y avoir cru pendant donc une seconde. D'accord. Qu'est-ce qui... la menace fantôme, tout le monde sait que c'est très mauvais, on peut pas revenir 1000 ans dessus, mais qu'est-ce qui explique qu'il se soit planté? Est-ce que c'est pas le changement d'équipe, le fait d'être passé avec McCallum à la production, ce genre de choses? De toute façon, c'est totalement alors c'est pas la faute de l'équipe, mais évidemment les circonstances sont là. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux lecteurs dans mon bouquin, et je suis content que certains lecteurs l'aient compris sans que j'aie à l'expliciter. C'est qu'en fait, La menace fantôme, c'est le film que Lucas aurait pu faire en 73-74. C'est-à-dire que lorsqu'on reprend les tout premiers jets de Star Wars, qui aujourd'hui sont mis à disposition, c'est nul. C'est vraiment, ce qu'on lit est nul. On a un univers, une espèce de mélange de rococo mêlé d'Alex Raymond, mais vraiment dans le mauvais sens du terme. Le Flash Gordon, le mauvais côté de Flash Gordon, on va dire, avec des princesses dans leur palais qui ont des coupes et des chevelures incroyables, bref, et surtout une histoire sans enjeu. Où il est impossible de focaliser sur un personnage, impossible de focaliser sur un destin, etc. Ce qui, à l'époque, lui a été violemment reproché par son entourage. Ça, c'est l'histoire a retenu Lucas comme le créateur, magistre, je sais pas quoi, bref, l'empereur, on va dire, de cette franchise. Effectivement, il en est le créateur, au sens où il a nourri cet univers, et surtout, c'est lui qui avait l'intention de faire ce film-là, mais c'est sous-estimer tout ce que son entourage a pu lui apporter comme garde-fou. Pas en lui disant fais ceci, personne ne lui a jamais dit fais ça. Mais tout le monde lui a dit ça c'est nul, ça c'est de la merde, ça c'est incompréhensible, ce personnage on s'en fout.
Luke Skywalker, on s'en fout. Sa femme, elle lui disait ça tous les soirs, quoi. Je me fous de ce qui lui arrive, etc. Donc trouve un moyen de m'intéresser à ce gars-là. Et donc il retournait bosser, mais comment je peux faire pour qu'on s'intéresse à ce gars-là? Et il a passé des mois de sueur, de transpiration à retoucher ce script-là. Et ce qui était intéressant, c'est que tous ces gens, Matthew Robbins, Al Barwood, Gary Kurtz, Marcia Lucas, et il y en a d'autres, en fait, ils l'ont aidé vraiment à se focaliser sur une ligne narrative donnée. Il partait dans tous les sens, ça n'avait ni queue ni tête, et tout d'un coup, il disait, boum, les enjeux, les enjeux, les enjeux, les enjeux, les enjeux. Résultat, on se retrouve avec une histoire simple, que certains considèrent comme simpliste, mais qui est juste simple, qui est celle du premier film, avec un personnage, vraiment une direction donnée, un enjeu bien identifié. Et là où c'est extraordinaire, c'est que cet enjeu-là, il est nourri de tout ce qui a été laissé à l'abandon. C'est-à-dire que dans le processus d'écriture, quand on vire des choses, en fait, elles disparaissent pas. C'est ce qu'il y a d'assez magique dans le scénario, c'est que les choses qu'on a virées, en réalité, elles infusent ce qui reste. Donc du coup, il reste cette aventure de Luke qui est très concentrée donc, sur le personnage, mais c'est infusé, quand on regarde le film, on a quand même cette sensation d'un énorme univers qui existe autour de lui. Même quand on voit le film pour la première fois. Et bien ça, je veux dire, c'est un processus intelligent d'écriture. C'est ça qui permet d'avoir un bon script. Et vraiment, le script du premier Star Wars, c'est la raison pour laquelle il est enseigné dans les universités américaines et tout ça, c'est vraiment parce que c'est un modèle d'écriture. J'ai eu des conversations sans fin là-dessus, avec des gars qui me disaient « Mais non, c'est le hasard, c'est ceci, c'est ça. » Non, je suis désolé. Si tu prends l'expérience de la vraie vie pour construire ton personnage, je me rappelle d'avoir eu cet argument avec quelqu'un, si tu rencontres quelqu'un pour la première fois de ta vie, en l'espace de 20 secondes, tu ne connais pas sa condition familiale, le métier qu'il fait et ses aspirations. Luke Skywalker, tu revois le film, en 10 secondes, on a vraiment tout est posé. Il est là, on sait que c'est quelqu'un de pauvre, parce que sa tenue nous le dit, et une personne l'appelle et dit va dire à ton oncle de prendre tel modèle de robot, je sais pas quoi. Donc, en quelques secondes, on sait qu'il est élevé par son oncle et sa tante, qui s'appelle Luke, donc ils sont fermiers, que c'est quelqu'un d'obéissant, apparemment de volontaire, parce qu'il met beaucoup du sien à dire tout de suite oui, je vais le faire. Vraiment, on pose un personnage très, très brièvement. Mais pour arriver à cette efficacité narrative, il a dû passer par des détours incroyables. Et quand on lit les premières versions de Star Wars, c'est pas du tout ça. Quand on lit les premières versions de Star Wars, on se tape la nouvelle trilogie, en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, tout le monde lui disait non, et l'a aidé par des noms successifs à tracer un chemin. Parce que c'est quelqu'un de créatif quand même, Lucas. C'est quand même un mec qui a des idées et qui jette des tas de trucs sur le papier et tout. Mais en 95-16, quand il s'y est remis, là il était entouré uniquement de lieutenants. Des gens qui étaient beaucoup moins âgés que lui, et pire que tout, des gens qui avaient grandi en allant voir Star Wars au cinéma. Donc des mecs qui bossent avec leur dieu, tu vas pas dire non à ton dieu. Tu dis oui mon dieu, tu as raison. C'est vraiment je me serais retrouvé à l'époque parmi eux, j'aurais eu le même réflexe, j'aurais vu Lucas présenter une page de script complètement nulle ou faire un choix graphique complètement nul, j'aurais pas osé ouvrir ma gueule. Mais c'est George Lucas quand même, c'est le mec qui a fait Star Wars, tu vas pas lui dire comment faire Star Wars. Donc ce qu'il aurait fallu à Lucas à l'époque, c'est que des gens de son âge, de sa génération, les Coppola, les De Palma et consorts, viennent le voir et lui disent « Non George, tu me refais la même chose que la dernière fois, c'est encore de la merde. » Mais il n'y a pas eu ça. Donc il a pu laisser libre cours à sa fantaisie, et sa fantaisie, c'était de faire un Flash Gordon moderne, sans concentration d'intrigue. C'est quand même incroyable quoi, quand on voit le début de l'épisode 1, lorsque ils arrivent les deux Jedi arrivent dans ce vaisseau, retirent leur capuche et commencent à discuter dans cette salle où on les a laissés tout seuls. Le film vient de commencer depuis 3 secondes. On s'intéresse déjà plus à ce qu'ils sont en train de dire. Il y a un problème. Il y a quand même un problème. Je veux dire, qu'est-ce qui se passait pour qu'à l'époque on s'intéresse à ce que Vador était en train de dire à Leia? Alors que c'était parfaitement incompréhensible ce qu'il était en train de lui raconter à coup de protocole de machin de bidule de chouette. Mais il y avait eu, enfin voilà, ça s'explique pas, ça c'est vraiment le travail du scénario, quoi, de réussir à condenser des enjeux qui partent dans tous les sens en une ligne claire. C'est très difficile à faire, et c'est un truc qu'il n'aime pas, qu'il n'aime pas faire.
Du coup, en 2002, pour l'attaque des clones, où la barre a été un peu redressée, Non. Non, d'accord. Ma question était, je vais quand même la poser, est-ce que c'est l'apport de Jonathan Hales au scénario qui a permis que ça soit un peu mieux gaulé, ou selon toi, c'était déjà foutu? Non, pour moi c'est foutu. Moi je trouve pas que le 2 redresse la barre. Je me demande même en quelle mesure il n'est pas encore pire que le premier. Parce que sur le premier, il avait une intrigue, certes complètement con à raconter, mais il avait quand même à raconter, c'est l'intrigue de ce gamin, qui n'est pas intéressant, etc. Mais une bonne partie du film est quand même focalisée sur lui. Alors que le 2, c'est le début des délires sénatoriaux, politicards, etc., qui n'ont absolument aucun intérêt. Justement, cette espèce de truc autour des clones et tout. Bon, je parle pas des incohérences tellement énormes qu'on ne les révèle même pas, mais bon, finalement de découvrir qu'il y a dans cette galaxie une race d'aliens capable de créer des armées à perte de vue, mais bon, apparemment ils vont disparaître ensuite, plus personne n'en entendra jamais parler. Bon, c'est ce genre de choses-là. Non, je pense pas mais le truc, c'est que même en faisant appel à un scénariste qui passerait derrière, le gars, il va pas réécrire le truc en partant de rien. Sur l'Empire contre-attaque, il y a eu 3 scénaristes qui sont passés coup sur coup, et qui surtout sont partis complètement dans leur direction. Lee Brackett, dont le script était pas merveilleux, hein, soit dit en passant, mais elle avait juste 3 séquences clés, quelque chose comme ça. Il fallait qu'il y ait le duel avec Vador-Luke. Il fallait que Leia Solo ils aient leur romance, il fallait que bon. Et elle, à partir de là, elle a construit son truc comme à l'époque où elle bossait sur Rio Bravo, etc. C'était vraiment une formation de scénariste classique sur comment raconter une histoire simplement, tout ça. Ensuite, il y a Laurence Kasdan qui a fait des merveilles sur Les Aventuriers perdus, qui a à nouveau fait des merveilles sur Star Wars. Alors, tout le monde s'engueule pour savoir qui était le premier à émettre l'idée de Vador étant le père de Luke, tout ça. Je pense qu'à la limite, c'est pas grave de savoir qui a eu l'idée, parce qu'elle était en germe, de toute façon, dans l'intrigue. C'est-à-dire qu'on aurait posé la question à Joseph Campbell 3 ans avant, il aurait dit que Vador était le père de Luke. Ne serait-ce que parce que mythologiquement, ça fait sens. Et que dans le monomythe, le cycle du héros selon Campbell, arrive un chapitre obligatoire qui s'appelle la confrontation au père. Donc de toute façon, il fallait que Luke se confronte à une figure paternelle. Et la figure paternelle du film, c'est Vador. Donc de faire que Vador soit littéralement le père de Luke, c'était simplement se laisser dicter par la logique. C'est ce qu'on dit, de se nourrir de la logique archétypale, enfin de laisser les archétypes nous nourrir en fait. C'est ce qui est très difficile à faire apparemment pour les scénaristes. Alors, même lorsqu'ils veulent faire ça, c'est très difficile de se... Pardon, j'ai perdu le fil, de se laisser nourrir de ça. Donc, non, il n'y avait pas de miracle à faire là-dessus. Quand on a des personnages sans épaisseur et des enjeux pas intéressants, et il n'y a pas d'enjeu intéressant. Déjà, l'enjeu, ce que je comprends de la prélogie, l'enjeu c'est quoi? C'est la chute de la République et la chute d'Anakin Skywalker. Ok. Donc pour pouvoir nous raconter la chute de quelque chose et surtout faire en sorte qu'on s'identifie, il ne faut pas commencer par la chute, il faut commencer par l'ascension. On ne nous a pas montré une république qui tout d'un coup grandit, devient merveilleuse, sublime. On nous montre une république qui dès le début est complètement contaminée, qui va passer son trace. Donc en 3 secondes au début du premier film, on sait que cette république elle est contaminée, et ensuite on nous demande de rester 6 heures pour la voir chuter. C'est pas intéressant. Nous on a besoin de... Quand on va voir Scarface, on sait très bien qu'il va mourir à la fin comme une merde, mais on a quand même besoin de passer 1h30 à voir son ascension. À s'imaginer que peut-être que non, finalement. Peut-être que finalement, il va devenir un mec super bien et super riche et tout. Ah, pas non, finalement, comme prévu au début. Donc non, et parce que Scarface est bien écrit. Ça monte et puis ça descend, c'est ça une chute. Là, on nous demande tout de suite de... Et puis, sans parler de la grande difficulté qui s'est imposée, hein, qui était d'essayer de construire quelque chose de cohérent à partir d'un résultat déjà déterminé par la nouvelle trilogie. À l'époque, il annonçait qu'il n'y aurait aucun personnage en commun entre la prélogie et la trilogie. Il disait que les seuls personnages récurrents, ce seraient les 2 robots, C6PO et R2D2. Donc les seuls. Ça veut dire pas d'Obi-Wan Kenobi, pas d'Empereur Palpatine, ils n'auraient pas dû être là. Et si s'en était tenu à cette note d'intention, je pense que ça aurait été intéressant, parce qu'il aurait pu nous raconter une histoire qui
qui avait à voir avec l'univers Star Wars, mais avec des personnages qui allaient être tout frais pour nous. Et donc, tout frais, ça veut dire on ne sait pas ce qui va leur arriver. Donc on va un petit peu plus s'intéresser à leur destin. Mais là, non, on te montre un gamin de 6 ans, pas très charismatique en plus, en te disant c'est Dark Vador. Il va falloir faire des efforts, genre j'ai du mal quand même. Et on arrive à y croire quand même en 2005, quand il sort La Revanche des Sith. Non, moi j'avais laissé tomber déjà. Personnellement, moi j'avais laissé tomber avec le premier épisode. J'ai été voir le 2 par conscience, à la fois par conscience professionnelle et par conscience de fan. Je me souviens même qu'à l'époque, je voulais pas écrire dessus. Et finalement, c'est le magazine dans lequel je me trouvais, c'est pas qu'ils m'ont forcé la main, mais ils m'ont dit en gros, t'es le seul à pouvoir écrire, donc fais-le. Parce que t'es le seul à connaître aussi bien la saga. Et j'ai fait un article que j'avais pas envie d'écrire, dont j'ai fait quand même, et qui m'a valu 7 ans d'insultes, je crois, à peu près. Ça me demande même si ça continue pas aujourd'hui, il faudrait que je vérifie. Mais qui était, bon, je pense qu'il fallait qu'il soit écrit, parce qu'à l'époque, c'était pratiquement la seule mauvaise critique du film qui soit parue. La presse était pas loin de l'unanimité, en tout cas, sur le panel Allociné, on voyait une espèce de « super ». Certains ont dire que c'était un des meilleurs Star Wars avec l'Empire contre-attaque. Le meilleur Star Wars après l'Empire contre-attaque, c'est un film qui s'appelle Star Wars. Donc ouais, pour en revenir à la question tout à l'heure, hein, désolé, je fais ça dans le désordre, mais effectivement, je disais l'Empire contre-attaque, c'est mon épisode préféré. Mais si on me demandait un peu d'objectivité sur la question, c'est-à-dire de laisser mes sentiments de côté, je crois que le premier film est un meilleur film. Je crois que le premier film est un meilleur film parce que c'est un film qui accomplit beaucoup plus d'exploits que l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, c'est un film qui arrive alors que tout a été posé, en fait. Donc, il a un avantage extraordinaire, c'est qu'il peut mener encore plus loin, lever la barre et tout ça, nous faire découvrir plus en profondeur et de façon plus subtile un univers qu'on connaît déjà. Mais le premier, rétrospectivement, c'est un sacré exploit. C'est un sacré exploit en l'espace de 20-25 minutes de poser un univers aussi incroyable avec une telle économie. Et on en revient encore une fois à cette idée de se concentrer. Tu suis 2 robots qui vont sur une planète, qui rencontrent un mec, boum, enfin, c'est d'une simplicité, c'est limpide, et en même temps, tu te dis, mais ça, c'est l'univers Star Wars qui est en train d'être posé. L'Empire contre-attaque, il peut du coup se permettre beaucoup plus de licence poétique, avec toutes les scènes chez Yoda et tout ça. Donc du coup, c'est normal qu'en tant que fan, on se dise c'est encore mieux, parce qu'on a tout le bénéfice du premier film, plus la valeur ajoutée du second. Mais en tant qu'exploit cinématographique, je pense que le premier en est plus simple.